on parle d'une vasorelaxation endothélium dépendante, c'est-à-dire le monoxyde d'azote, il est très bien, il fait sa fonction, mais il doit être sécrété par un endothélium qui est sain. Si l'endothélium il est malade, dans ce cas, on ne va pas avoir de monoxyde d'azote. Et donc ça explique quoi, le fait d'avoir un endothélium malade? On parle de quoi? On parle de dysfonction endothéliale. Et la dysfonction endothéliale, c'est la première étape de quoi? L'athérosclérose, le développement des plaques d'athérome. Donc, si on n'a pas un bon endothélium, on ne va pas avoir de monoxyde d'azote, on ne va pas avoir une bonne vasodilatation, on ne va pas avoir une bonne artère, on va avoir de l'athérosclérose, on va développer de l'HTA. D'où l'intérêt, lorsqu'on traite des patients hypertendus, de viser, d'augmenter le taux de monoxyde d'azote, et parce que ce monoxyde d'azote, il va entraîner une vasodilatation, mais aussi il va lutter contre les phénomènes de remodelage. Et là, donc, la définition de la dysfonction endothéliale, c'est le manque de monoxyde d'azote. Donc, c'est simple, ça commence par des facteurs de risque, la stimulation de stress oxydatif, lésion de l'endothélium, une lésion de l'endothélium, une baisse de la sécrétion de monoxyde d'azote, donc altération de la paroi des artères, athérosclérose, donc événement cardiovasculaire. Et là, événement cardiovasculaire, c'est-à-dire même le manque de monoxyde d'azote, va être responsable de l'hypertension artérielle. Donc là, on doit. Est-ce que c'est la cause ou c'est la conséquence? Parce que l'HTA en elle-même, elle entraîne une dysfonction endothéliale. Donc elle entraîne une dysfonction endothéliale, et la dysfonction endothéliale va être responsable de l'absence de monoxyde d'azote, donc elle va être responsable de l'HTA. Donc là, la question de la coque ou de l'œuf, c'est un cercle qu'il faut rompre. Et là, l'apport du nébivolol, le bêta-bloquant de 3e génération, il va stimuler la hémosynthèse, donc il stimule lorsqu'on le donne la sécrétion de monoxyde d'azote qui est vasodilatateur. Donc c'est très important et ça a été prouvé dans les études en passe. Un autre élément très important que le nébivolol aussi lutte contre cette dysfonction endothéliale. Et là, vous allez me dire comment je vais mesurer la dysfonction endothéliale chez mon patient en pratique. Est-ce que vous êtes en train de mesurer la dysfonction endothéliale? Différentiel. En pratique, est-ce qu'on peut la mesurer? Directif. En pratique, est-ce que vous êtes en train de la mesurer? Non, moi-même je ne suis pas en train de la mesurer. Il y a des moyens de mesure, mais c'est surtout ce domaine de la recherche. On peut donc objectiver cette dysfonction endothéliale. Mais juste pour vous, en pratique, il y a un moyen simple d'étudier la dysfonction endothéliale. La dysfonction, en fait, c'est la dysfonction élective, c'est le baromètre de l'état de l'endothélium vasculaire. Si vous avez un patient qui a une dysfonction élective, généralement, ça cache une dysfonction endothéliale. Donc, il faut chercher un problème d'athérosclérose ou un problème au niveau des artères coronaires. Le nébivolol aussi, en stimulant la sécrétion de monoxyde d'azote, il va entraîner une vasodilatation. Et qui dit vasodilatation dit quoi? Une baisse de la rigidité artérielle. La rigidité artérielle qui est responsable aussi de l'hypertension artérielle. Comment on mesure en pratique la rigidité artérielle? Vous allez savoir que votre patient il a des artères rigides. Pression pulsée. IPS. Différentiel. L'IPS, c'est surtout l'atteinte des artères périphériques. C'est plutôt l'atteinte vasculaire, mais ce n'est pas vraiment un témoin de la rigidité artérielle. Différentiel supérieur 60. Donc là, très bien, c'est ce qu'on appelle la pression pulsée. C'est un moyen très simple. Il suffit de prendre la pression artérielle de votre patient. Vous allez mesurer la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Et la différence entre les deux, c'est la pression pulsée. Plus la pression pulsée est élevée, plus votre patient est là une rigidité artérielle qui est très importante. Et c'est la particularité généralement des sujets âgés, ils font de l'HTA systolique. Et donc, la pression pulsée chez notre patiente, il est 165 pour la systolique, moins 60 pour la diastolique, égale 105 mm de mercure. Donc, s'il est supérieur à 60 mm de mercure, ça témoigne d'une rigidité artérielle qui est importante. Donc là, nous avons une patiente qui est en état de rigidité artérielle très importante. Et regardez les recommandations. Les recommandations, ils disent très bien, vous avez un patient hypertendu, il faut chercher une atteinte d'organe cible dans la rigidité artérielle, arterial stiffening, donc la rigidité artérielle. Et la rigidité artérielle, c'est une pression pulsée supérieure à 60 mm de mercure. Donc vous n'avez pas besoin de moyens très sophistiqués pour évaluer cette rigidité artérielle, bien qu'il y a par exemple le tonomètre d'aplanation, il y a un appareil qui nous permet de faire, mais il n'est pas malheureusement disponible en Tunisie, qui nous permet de mesurer la vélocité de l'onde de pouls. Donc la vélocité de l'onde de pouls, c'est un témoin indirect de la rigidité artérielle. Voilà le tonomètre dont je vous ai parlé. Il va nous donner directement une idée. Il suffit de mettre la sonde sur le trajet de l'artère radiale et l'appareil va nous donner une idée sur la rigidité artérielle. En fait,
Comment on explique la rigidité artérielle? Généralement, c'est une particularité pour les sujets âgés. Plus on vieillit, plus nos artères elles vont devenir fibrosées, elles vont devenir moins élastiques, et donc on va avoir une rigidité très importante. Et donc, regardez ici, au cours de la systole, on éjecte le ventricule gauche éjecte le sang dans l'aorte, et 40% uniquement, il passe dans le système périphérique. Où vont les 60%? Les 60%, ils seront emmagasinés dans la paroi artérielle, qui est très élastique. Quel est l'intérêt de du sang qui est emmagasiné au cours de la diastole? C'est quoi son intérêt? Au cours de la diastole, est-ce que le sang il est éjecté du ventricule gauche vers la diastole? Non. Cette énergie emmagasinée au cours de la diastole, elle va être délivrée au cours de la diastole. Donc 60% va assurer le débit cardiaque au cours de la diastole. Mais si les artères sont rigides, donc chez le sujet âgé, avec les ou là, un patient, c'est le sujet âgé ou un patient hypertendu mal équilibré qui a développé une rigidité artérielle très importante, on va avoir la même chose. Donc ce patient-là, il va avoir une artère très rigide. Et regardez, ça c'est important pour comprendre comment cette rigidité artérielle, elle stratifie le patient à haut risque et pourquoi il faut lutter contre cette rigidité artérielle. Regardez un sujet normal. Un sujet normal, lorsque le sang se contracte, il éjecte le sang dans l'aorte. Il éjecte le sang dans l'aorte. Voilà. Donc il va y avoir une onde qui va se propager. Une onde qui va se propager. Ce que vous êtes en train de palper, c'est quoi? Le pouls. Le pouls, en fait, c'est cette onde de pouls. On l'appelle onde de pouls. C'est l'éjection du sang au cours de la systole qui va passer dans l'aorte et dans les artères périphériques. On va avoir cette onde de pouls qu'on part au niveau de l'artère radiale. Donc chez un sujet normal, elle va se propager avec une vitesse qui est normale. Chez un sujet qui a une artère rigide, regardez, la vitesse elle est plus importante ou elle est plus faible de propagation? Plus importante. Donc plus les artères sont rigides, plus la vélocité de l'onde de pouls est importante, plus elle va se développer. Parce que ce sont des artères qui sont rigides. Et après, ça va arriver au niveau de la périphérie, au niveau des artères périphériques. Donc ça va nous donner quoi? Donc la propagation, elle va nous donner cette courbe bas. Après, ça va être réfléchi au niveau de la périphérie. Donc ça va être réfléchi au niveau de la périphérie. Ça va nous donner une onde de réflexion. Et la composante va nous donner cette onde de pouls, va nous donner la pression artérielle au cours de la systole. Chez les patients qui ont une artère rigide, on va avoir la même chose, la courbe qui passe au cours de la systole. Mais la réflexion, donc le passage au cours de la systole, il sera très rapide. Donc la réflexion, elle sera très rapide. Donc elle sera très rapide, donc elle va venir au niveau de la systole, donc on va avoir une amplification de la pression artérielle systolique, et ça explique l'HTA systolique chez les patients qui ont une HTA rigide. D'où l'intérêt, donc, de lutter contre cette rigidité artérielle, de traiter cette rigidité artérielle par des molécules qui sont efficaces sur cette rigidité. Et là, j'insiste, pourquoi j'ai parlé de cette rigidité artérielle et j'ai parlé de cette courbe de pression. En fait, cette courbe de pression que vous êtes en train de voir, c'est la pression centrale, c'est la pression au niveau de l'aorte. Mais la pression que vous êtes en train de mesurer, et que je suis en train de mesurer, tout le monde on est en train de mesurer par la brassard brachial, c'est juste l'onde de pouls. C'est-à-dire on ne mesure pas l'onde réfléchie. Donc on peut sous-estimer la pression centrale au niveau de l'aorte. C'est-à-dire vous prenez la pression, vous la trouvez à 140, mais au niveau de l'aorte, elle est à 160. Donc la pression centrale, elle est plus parlante, c'est elle qui est responsable des complications cardiovasculaires. Donc avec la pression brachiale qu'on est en train de mesurer, on peut sous-estimer donc l'importance d'élévation de la pression artérielle. D'où l'intérêt donc de cette pression centrale. Et là, donc la pression au niveau de bassin, c'est pas la pression centrale. Et donc lorsque vous trouvez une rigidité artérielle importante, une pression pulsée qui est élevée, déjà vous avez un dire que la pression centrale elle est élevée. Donc il faut taper fort chez ce patient-là, il faut bien le traiter. Et là juste un élément très important sur lequel j'aimerais bien insister. L'intérêt des molécules, est-ce que dans ce cas je vais donner une molécule qui va entraîner une vasodilatation ou vasoconstriction? Vasodilatation pour lutter contre cette rigidité. 1. Et 2, lorsque je vais donner une molécule vasodilatatrice même en périphérie, l'onde réfléchie, elle ne va pas revenir rapidement, donc ça ne va pas augmenter la pression artérielle. Donc il y a deux mécanismes, l'intérêt de donner une molécule vasodilatatrice. Et deux éléments très importants aussi, attention, la fréquence cardiaque. Lorsque je donne un bêta-bloquant qui ralentit la fréquence cardiaque, il ne faut pas qu'il ralentisse de façon très importante. Parce que s'il va entraîner une bradycardie, il va y avoir un asynchronisme de ces deux ondes de réflexion et l'onde de l'incident.
et ça va aggraver encore la pression artérielle. Donc je donne bêta-bloquant qui ralentit avec une fréquence, mais cette fréquence elle doit être dans une norme, de telle façon elle ne va pas être responsable de cet asynchronisme, augmentation de la pression artérielle. Donc là, l'intérêt des bêta-bloquants qui ne ralentissent pas beaucoup, il ne va pas être très puissant sur la fréquence cardiaque. L'intérêt de donner un bêta-bloquant qui ne ralentit pas de façon importante la fréquence cardiaque. Donc, une bradycardie importante, une vasoconstriction en l'absence de vasodilatation et la rigidité artérielle sont responsables d'augmentation de la pression artérielle, d'où, comme je l'ai dit, de l'intérêt d'une molécule efficace sur cette rigidité artérielle et sur la pression centrale, comme l'a montré cette étude, par exemple, le nebivolol, qui est un bêta-bloquant de nouvelle génération. Et comme je l'ai dit, en fait, l'efficacité du nebivolol sur la rigidité artérielle passe par la production, c'est son point fort, c'est qu'il stimule la production de monoxyde d'azote. Et là, peut-être, par exemple, regardez l'action sur la fréquence cardiaque. Par exemple, là, c'est l'action du nebivolol, et là, c'est l'athénolol, l'hypotène. L'hypotène, il est très bradycardisant, et c'est pour ça l'hypotène aussi n'est pas induit actuellement dans le traitement de l'hypertension artérielle. Donc, on donne une molécule qui agit sur la rigidité artérielle vasodilatatrice pour diminuer le risque cardiovasculaire, mais aussi, il faut donner une molécule qui donne moins d'effets secondaires pour assurer l'observance et là, pour assurer surtout l'observance. Et donc, les bêta-bloquants, on les reproche quoi? À part, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux bêta-bloquants? Ah, j'en évite les bêta-bloquants. Moi, je monopolise. On pratique, surtout pour les jeunes. Voilà, on a peur des effets secondaires. Les effets secondaires, entre autres, bon, il y a les effets respiratoires, mais les bêta-bloquants cardiosélectifs, on peut les donner sans aucun problème pour les patients qui ont des antécédents respiratoires. On a peur aussi des effets dysmétaboliques, et c'est décrit essentiellement l'augmentation de risque de diabète, la dyslipidémie, ça se voit surtout avec les bêta-bloquants classiques, avec les bêta-bloquants de nouvelle génération. Au contraire, par exemple ici, le nebivolol, il diminue la résistance à l'insuline. En fait, les bêta-bloquants de nouvelle génération, généralement, ils sont, c'est-à-dire ils n'entraînent pas de troubles métaboliques. Autre chose, c'est la dysfonction, comme vous l'avez dit, l'activité sexuelle érectile. Là, par exemple, regardez ce review qui a parlé de l'effet des médicaments sur la dysfonction érectile. Ce qui est en jaune, c'est un effet négatif, ce qui est en vert, c'est un effet positif. Regardez, pour les bêta-bloquants, nous sommes d'accord que les bêta-bloquants d'ancienne génération, l'athénolol, métoprolol, ils induisent beaucoup d'effets secondaires, mais pour les bêta-bloquants de nouvelle génération, nebivolol, bisoprolol, ils ne donnent pas de dysfonction érectile, et surtout le nebivolol, au contraire, il peut améliorer par quel mécanisme d'après vous, si vous avez bien compris? Vasodilatation. Vasodilatation surtout par le monoxyde d'azote. Et sinon, regardez, il faut faire attention, parce que toujours on est fixé sur les bêta-bloquants, ils donnent des effets secondaires. Mais attention, il y a d'autres molécules qui donnent plus. Par exemple, qui donnent la dysfonction érectile, par exemple, regardez, les diurétiques. Les diurétiques de l'anse ou les diurétiques, par exemple, anti-aldostérone. Il y a la digoxine, donc comme anti-arythmique. Il y a aussi les inhibiteurs calciques. Donc ce sont des molécules comme par exemple la verapamide qui peuvent aussi donner ces effets secondaires. Donc je pense que les bêta-bloquants, certainement, ils ont leur place chez le patient hypertendu, surtout un patient hypertendu coronarien, surtout s'il s'agit d'un patient hypertendu qui a une rigidité artérielle importante. Et il faut, par contre, et en nous basant sur cet article et sur les données de la littérature, éviter l'athénolol, l'hypotène. Il faut normalement jamais le prescrire. Je sais que depuis tous les dispensaires, il n'y a que le butan de l'athénolol, mais vraiment, il n'y a aucune place de le traitement et la prise en charge d'hypertension artérielle. Donc ce patient-là, il faut le traiter. C'est un coronarien, on a dit qu'il faut qu'il y ait une association, un patient hypertendu, une association. Quel type d'association? On a dit en se basant sur les recommandations. C'est un patient qui a une insuffisance coronaire. Donc c'est un bloqueur système rénine-angiotensine avec un bêta-bloquant ou avec donc IEC bêta-bloquant, ARA2 ou bêta-bloquant ou un inhibiteur calcique aussi. Les recommandations le disent que ça peut y avoir l'association bloqueur système rénine-angiotensine avec un inhibiteur calcique. Et donc là, l'association avec un IEC ou un ARA2. Parmi les IEC, par exemple, je cite le zofénopril qui est aussi producteur de monoxyde d'azote. Il stimule la libération de monoxyde d'azote par l'endothélium, donc ça sera très bénéfique pour un patient hypertendu coronarien. Et je termine par insister sur le fait que, je reviens toujours à ce continuum cardiovasculaire, le patient hypertendu qui a de l'HVG, qui est coronarien, c'est un patient à risque cardiovasculaire.